Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, dans ce nouveau podcast toujours consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des technologies .NET. Donc je me présente, je suis Denis Voituron et je vais aujourd'hui vous parler, comme vous le voyez ceux qui suivent ça en vidéo, du pattern MVVM. Donc on va voir tout de suite un petit peu en quoi consiste ce pattern, les différents éléments qu'il compose, la manière de l'utiliser et trouver ça de manière assez simple, je vais dire, dans le monde du développement .NET, pour tous ceux qui en tout cas ont fait des applications, notamment des applications de type tablette en C# ou des applications phone, probablement connaissent déjà un peu ce pattern, donc on va essayer de revoir ça de manière assez simple. Donc au niveau de l'agenda, ce qu'on va voir c'est très rapidement le pattern MVVM, en quoi il consiste. On verra les trois grandes briques principales qui sont pour la première le modèle, le view model et la vue. Et puis deux notions qui sont presque indispensables lorsqu'on parle de MVVM, c'est la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle de l'inversion de contrôle et l'utilisation d'un view model locator. Alors on va juste faire un aspect introductif d'MVVM, on ne va pas non plus rentrer dans tous les détails, en tout cas cette fois-ci. Il y aura peut-être un autre podcast qui sera consacré aux éléments complémentaires et j'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du pattern MVVM, pour voir à quoi il peut servir et comment faire pour l'utiliser correctement. Alors déjà, l'objectif. À quoi sert ce pattern? Pourquoi utiliser du MVVM? Quel est l'objectif initial qui a été instauré par ce pattern? Déjà, c'est de définir une structure facilement gérable. Ça, c'est l'objectif premier. Et pour ça, principalement, de créer un design, de pouvoir créer le design de manière complètement dissociée au contenu donné, aux interfaces vers les bases de données. Et donc de pouvoir ainsi, par exemple, de permettre à un designer de pouvoir créer lui-même ses interfaces graphiques, de lui fournir éventuellement des jeux de données d'exemple, et de pouvoir parallèlement ou ensuite venir développer la couche de connexion aux données, la couche de Data Access Object par exemple, qui permet de faire la connexion aux bases de données, de récupérer les bonnes informations pour les envoyer et les afficher correctement dans l'interface. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un data service, qui va se charger de faire toutes les requêtes externes, donc les requêtes vers les bases de données SQL notamment, et on va fournir les bonnes informations ensuite vers l'interface graphique par l'intermédiaire de cette couche MVVM telle qu'on va la voir pour le moment. Évidemment, Microsoft fournit tout ça en mode asynchrone, donc on verra également que ça peut nous poser de temps en temps quelques petits problèmes, mais principalement ça va nous aider énormément dans l'utilisation des processus asynchrones en utilisant ce pattern MVVM. Alors, le plus simple, c'est de commencer par la définition. Qu'est-ce que MVVM? Que signifie MVVM, ces quatre lettres? Ça signifie tout simplement modèle pour le M, view pour le premier V, et view model pour les deux dernières lettres. Donc modèle, view model, qui sont les trois couches qui vont représenter, qui vont faire la communication entre, d'un côté, la base de données, mise au niveau du modèle avec toute la logique métier par exemple, jusque de l'autre côté, ce qu'on appelle les views, c'est-à-dire tout l'aspect interfaçage graphique. Et entre les deux, on aura ce qu'on appelle le view model, qui est une représentation, en quelque sorte, une représentation des données, mais adaptée pour l'interface graphique. On va faire quelques exemples très rapidement. Donc, si par exemple, on veut représenter une interface graphique, on va avoir besoin d'une vue, dans laquelle on aura par exemple une page, avec des composants de type text block, comme on les appelle, donc des composants de type label ou de représentation texte à afficher dans une fenêtre et dans une application Windows Phone par exemple. Et on va faire ce qu'on appelle du binding. Et c'est là la grande particularité du pattern MVVM, c'est que ce n'est pas les données ou la couche business qui va envoyer l'information vers l'interface graphique pour lui dire voilà l'information à afficher, mais c'est l'inverse. C'est la vue, c'est-à-dire l'interface graphique, qui, lorsqu'elle en a besoin, va demander d'abord au view model et indirectement au modèle qui se cache derrière, va demander les données à afficher. Alors l'avantage principal, c'est que cette interface graphique et ce binding, comme on l'appelle, cette liaison vers le view model, au niveau des applications de Microsoft, donc c'est-à-dire dans du Windows Phone, dans des tablettes ou des applications desktop en WPF, ça veut dire que c'est l'interface graphique qui va faire la demande. Et donc si, par exemple, on a un système avec des onglets et que le deuxième onglet n'est pas visualisé, n'est pas à l'écran, Microsoft va être suffisamment intelligent pour pouvoir nous dire « je n'ai pas besoin des données du deuxième onglet, mais je n'ai besoin que des données du premier onglet ». Donc on va gagner du temps dans la récupération à ce moment-là des données qui vont venir du view model.
Donc en termes de coding, c'est tout simple. On a un mot-clé qui se met au niveau du langage XAML, que ce soit en WPF, Windows Phone, tablette et maintenant application universelle. On a entre accolades la possibilité de mettre binding et ensuite de venir mettre le nom de la propriété de l'objet sur lequel on va vouloir se connecter. Donc on va travailler avec ce qu'on appelle un data context, on reviendra sur cette notion un peu plus tard. Et ensuite je vais pouvoir demander sur mon objet par exemple friends, ici pour mes amis, on va faire une petite application pour afficher les amis dans une base de données. Bon, on va pouvoir afficher le nom complet, la propriété full name, la propriété hash par exemple, etc. Et donc quand la vue, l'interface graphique a besoin d'une donnée, le binding va exécuter une commande dans le viewModel, va interroger une propriété dans le viewModel qui va être la propriété full name par exemple, la propriété âge, etc. qui vont nous donner la bonne information à l'afficher au bon moment. Ensuite, pour compléter, pour avoir le contenu de la propriété full name, il faudra aller chercher ces données-là quelque part, par exemple dans une DB, dans une base de données. Et donc on pourra interroger la couche modèle qui, elle, va physiquement être à ce moment-là connectée à la DB, à la table de la base de données, pour aller rechercher, par exemple, le champ last name, le champ first name, et dans le view model, faire la combinaison des deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le modèle est la représentation logique métier de la base de données, des données physiques, alors que le viewModel est la représentation vraiment liée à l'interface graphique. Donc par exemple, on a besoin dans l'interface graphique d'afficher le nom complet de l'utilisateur. Bon, on aura une propriété full name, alors que dans la DB, on aura le last name et le first name par exemple. Alors une chose également importante et nécessaire lorsqu'on veut faire du développement de type MVVM, c'est l'utilisation d'un bon framework. Alors il en existe toute une série. Un des plus connus, c'est MVVM Lite de Laurent Bugnon. Donc je vous ai mis l'adresse mvvmlite.net, c'est le plus simple. C'est un package NuGet à télécharger, à installer. Il suffit de cliquer sur un ou deux liens et automatiquement on a le paquet installé. Et l'avantage, c'est qu'il est très léger, comme son nom l'indique, MVVM Lite. Donc il fournit vraiment tous les composants et les briques de base. C'est un toolkit avec vraiment les briques de base pour pouvoir faire ce développement MVVM. Mais il va nous fournir également un aspect de développement multiplateforme. C'est-à-dire que Laurent Bugnon a développé ce toolkit disponible pour, forcément, je dirais, le .NET de base, c'est-à-dire le WPF, Windows Presentation Foundation, en version 3.5, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, donc la toute dernière version également. Pour du Silverlight, si on le souhaite, pour du Windows Phone, pour du Windows Store, pour du Universal Application Platform, donc les UAP donc de Windows 10 maintenant. Mais également dans des développements plus multiplateformes avec Xamarin, donc Xamarin Android, iOS et Forms. Donc on a la possibilité ainsi de retrouver MVVM Lite sur une multitude de types de frameworks différents et de pouvoir l'utiliser à ce moment-là dans toutes les conditions. C'est un projet open source, donc on a accès au code source, il est supporté par Microsoft, il y a une multitude d'articles chez Microsoft qui parlent d'MVVM Lite et qui expliquent un petit peu tout ce fonctionnement. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire pour l'utiliser. On va d'abord voir comment faire si on n'en a pas ce framework MVVM Lite et je vous montrerai tout de suite quelle en est son utilité et vous allez voir que ça peut quand même grandement faciliter la vie à utiliser ce framework. Alors je le disais tout à l'heure, la première chose qu'on va vouloir faire lorsqu'on veut récupérer des données pour les mettre à disposition de l'interface graphique, de notre view, c'est côté modèle, on a besoin de ce qu'on appelle un data service. Je dis on a besoin de ce qu'on appelle, c'est plus par convention, on va appeler ça le data service, c'est-à-dire la source de données qui va contenir toutes les méthodes permettant de récupérer les données à proprement parler présentes dans notre DB. Alors pour des questions non seulement pratiques de mise en place de données d'exemple avec des environnements de design, des environnements de production, mais également et surtout pour un aspect de test unitaire, on conseille toujours de développer d'abord une interface. Donc de créer une interface, par exemple eDataService, qui aura une méthode, pour le moment ici dans mon exemple tout simple, c'est getFirstFriendAsync, donc qui va renvoyer le premier ami, le meilleur ami, de manière asynchrone, et donc ça va renvoyer un objet task de friend, c'est-à-dire un objet ami, mais un objet de type task pour pouvoir l'envoyer de manière asynchrone dans le système. Et il vaut mieux évidemment travailler toujours sur cette manière asynchrone, bien que ce n'est pas une obligation dans le pattern MVVM. Mais pour avoir un ressenti correct au niveau des applications, c'est évidemment toujours plus agréable. Et donc, si on a une interface eDataService, on va devoir l'implémenter. Et donc, on va créer une classe DataService, eDataService, pour faire l'implémentation de notre interface.
Et du coup, je vais également implémenter et coder le contenu de ma méthode getFirstFriendAsync qui renvoie mon objet friend. Donc je vais pouvoir ainsi récupérer mes données de ma base. Et si je suis en mode design par exemple, notamment lorsqu'on est dans Visual Studio pour avoir un contenu correct ou réel, je vais dire, de ce qu'on veut avoir en termes de visuel, je vais pouvoir renvoyer des données Design Data Service qui implémentent la même interface eData Service avec évidemment du coup la même méthode. Donc ça me permet ainsi d'avoir une bibliothèque design, une bibliothèque de test unitaire, une bibliothèque de production, avec éventuellement et évidemment à chaque fois des données différentes dans le système. Donc sur base de ça, je vais renvoyer au niveau de mon modèle un objet friend, un objet ami, qui possédera, dans mon cas d'exemple ici très simple, une propriété first name, une propriété last name, une propriété date de naissance, date of birth, qui est dans ce cas-là de type datetime, et une propriété image URL pour envoyer la photo qui est également de type chaîne de caractères, de type string. Donc ça c'est un objet friend tout simple, qui va renvoyer évidemment les propriétés et les données nécessaires. Maintenant si on veut aller un peu plus loin, notamment dans le MVVM, on va avoir besoin d'une notion qui est, je dirais, la notion la plus importante au niveau du MVVM, c'est l'implémentation d'une interface que Microsoft nous donne dans le framework depuis la version de mémoire 3.5, qui est le eNotify Property Change. Donc cette interface eNotify Property Change, elle est très très simple en ce sens qu'elle nous oblige uniquement à implémenter un seul élément qui est un événement qui s'appelle Property Change Event Handler. Et cet événement va avoir, comme classiquement dans les événements de C#, avoir un premier paramètre qui est l'objet courant qui va enclencher l'événement, et un deuxième paramètre qui sera un paramètre de type Property Change Event Arcs qui va signaler quelle est la propriété qui a changé. Et en fait, c'est là toute l'astuce, si je peux dire, c'est que lorsqu'on va faire le binding entre l'interface graphique et le modèle, en passant par le view model, l'interface graphique va se binder, va se lier à une propriété présente dans notre view model ou dans notre modèle. Et lorsqu'on va faire cette liaison, le modèle ou le view model va devoir signaler, si on veut faire une mise à jour graphique de l'interface graphique de manière correcte, va devoir signaler que la propriété a changé. Sinon, si on n'implémente pas ça, ce que va faire lors du binding, lors de la première exécution, l'interface graphique va récupérer le contenu de notre propriété, par exemple notre first name, va l'afficher à l'écran, mais ensuite on aura beau modifier le contenu de cette propriété first name, il n'y aura plus jamais de mise à jour de l'interface graphique. Donc le property change, là, l'événement property change, ne fait que signaler à la vue, à l'interface graphique, que la propriété a éventuellement changé. Et donc tout simplement dans ce cadre-là, ce qu'on va faire, derrière le set de ma propriété, donc first name, derrière le set, je viens enregistrer évidemment dans un underscore first name par exemple le contenu de ma valeur qui a été passé à la propriété. Ça c'est pour évidemment le renvoyer lorsqu'on fera un get. Et alors je viens enclencher property change entre parenthèses this, virgule, et new property change event arcs, mon fameux objet, mon deuxième paramètre, dans lequel je lui donne le nom de la propriété. Et là j'utilise un petit truc, c'est le C#6 qui me permet d'utiliser le name of. Donc je fais un new property change event arcs entre parenthèses name of de full name qui va me renvoyer, ou de first name plus exactement, qui va me renvoyer le contenu de la propriété, le nom de la propriété dans laquelle je me trouve actuellement. Donc sur base de ça, ça me donne un code assez léger qui me permet de communiquer, de renvoyer l'information à mon view model, voire à mon interface graphique pour faire le changement. Et je reviens ici à mon MVVM Lite. Ce que j'ai en objet Lite tout simple, c'est que Microsoft me fournit une interface, comme je viens de le dire, eNotify Property Change. Si je me mets dans un mode MVVM Lite, Laurent Bugnon, lui, me fournit un objet pour le modèle qui est un objet Observable Object. On le verra pour le View Model, il y a une autre classe héritable plus facilement. Mais donc pour le modèle, je peux venir hériter de Observable Object et du coup disposer de toute une multitude de nouvelles fonctions, de nouvelles méthodes qui vont me simplifier la vie. C'est-à-dire la simplification d'écriture que j'ai si j'écris Property Change pour enclencher le changement de l'événement, pour signaler le changement de l'événement via cet Event Property Change, où je devrais tester, tiens, est-ce que la valeur a réellement changé? Tiens, est-ce que l'événement, on s'est abonné à cet événement, donc est-ce qu'il n'est pas nul par exemple? Toute cette gestion-là est faite directement par la méthode set qui demande une expression lambda. Donc je fais set entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, fermer la parenthèse pour l'expression lambda, égale supérieur, this.firstName,
pour dire voilà la propriété que je veux signaler qui va changer. Je donne une référence à ma variable locale pour enregistrer le contenu, si le contenu a changé, et je lui donne la valeur, value, de la propriété lorsqu'on fait le set. Et donc ça me permet ainsi de à la fois récupérer, faire l'assignation de value dans firstName si c'est une nouvelle valeur, et si c'est effectivement une nouvelle valeur, d'enclencher le onPropertyChange sur le firstName, sur la propriété firstName pour le signaler à mon viewModel dans mon cas, ou à la vue si on se trouve à un niveau supérieur. Donc MVVMLite, c'est pas de la magie, il n'y a rien de bien particulier, c'est juste des simplifications via quelques commandes de cet ordre-là qui vont m'aider fortement à pouvoir écrire mon code beaucoup plus facilement dans le système. Même chose au niveau du viewModel. Donc là, j'ai récupéré avec ma classe friend que je viens de créer mes données qui se trouvent dans ma base de données avec mon firstName, avec mon lastName par exemple. Ça, c'est mon modèle. Maintenant, si je me mets au niveau de la couche intermédiaire, mon viewModel, ben là, je voudrais afficher à l'écran une donnée combinée, par exemple le fullName. Ben, le fullName, ça devrait être la combinaison du firstName et du lastName. Et donc pour ça, j'ai besoin également de créer un nouvel objet friend viewModel. J'ai suffixé par viewModel comme on le fait classiquement dans MVVM pour pouvoir notamment le distinguer du modèle. Et même principe, si je veux que mon interface graphique, donc ma vue qui se trouve au-dessus, puisse récupérer les notifications de changement de propriété sur fullName ici, mais je vais aussi faire exactement la même chose, c'est-à-dire implémenter l'interface fournie par le framework, par Microsoft, qui est le eNotify Property Change. Même chose, j'ai besoin de mon événement Property Change Event Handler et mon événement Property Change qui se trouve derrière. Et exactement de la même manière, derrière le set de la propriété fullName, je fais un Property Change, entre parenthèses, virgule, New Property Change Event Arcs de name of fullName. Donc exactement le même principe que pour le modèle. Là, MVVMLite me fournit une autre manière, c'est de venir hériter de viewModelBase, puisque je suis dans l'aspect viewModel, et donc j'aurai aussi exactement la même méthode set permettant de faire la mise à jour de ma propriété fullName sur base de ma valeur qui est envoyée à cette propriété. Donc je vais faire exactement le même code que ce que j'ai mis au niveau de mon objet friend de tout à l'heure au niveau de mon modèle. Je vais faire exactement la même chose. Simplement ici, j'ai des fonctionnalités associées à un viewModel. Donc j'ai un viewModel de base dans lequel je vais pouvoir venir disposer de cette méthode set, mais également de toute une série d'autres méthodes qu'on va voir tout à l'heure qui vont me permettre de travailler de manière un peu correcte sur tout ça. Alors ce qui m'intéresse au niveau de mon viewModel, c'est pas juste de renvoyer le contenu d'une propriété, mais c'est de faire ce que j'ai dit déjà, c'est-à-dire de combiner fullName en disant que c'est la concaténation de firstName plus lastName. Et donc ici, je vais devoir interroger mon objet dataService. Donc je vais par exemple créer une variable underscore dataService interne à mon friend viewModel, qui est un new dataService que je viens de créer juste avant. Je vais lui dire dataService.getFirstFriendAsync pour récupérer mon premier ami, mon premier objet friend. Et sur base de ce premier objet friend, j'ai juste besoin à ce moment-là de faire this.fullName, ma propriété locale fullName, égale friend.firstName plus friend.lastName. Ça me fait la concaténation. Et donc j'ai ainsi à ma disposition pour mon interface graphique vraiment les données que l'interface, que l'UI, que l'interface graphique a besoin de représenter. C'est quand même beaucoup plus simple que de venir simplement venir faire des combinaisons de firstName, lastName de manière visuelle dans mon interface graphique ensuite. Et finalement, on a besoin de développer la page, la vue. Et là, le langage XAML est tout adapté pour ça. Donc je peux créer une page avec, par convention, un data context, c'est-à-dire Microsoft fournit dans les différents objets de représentation de mes composants graphiques en XAML, me fournit une propriété data context qui va me donner l'objet sur lequel je vais venir me lier, venir me binder. Et donc j'écris tout simplement dans mon cas, page, le tag page, data context égale, et entre accolades, binding friendVM par exemple, qui est l'objet, l'instance de mon objet friend viewModel qu'on vient de créer. Et à partir de là, si j'ai un objet de type friend viewModel disponible, je peux accéder à sa propriété fullName. Et même principe, je peux créer un objet textblock, une balise tag textblock, en mettant textblock espace text égale, toujours accolade binding espace fullName. Donc ça va aller me rechercher la propriété fullName de mon objet friendVM, de mon instance friendVM de type friend viewModel qui se trouve un peu plus haut. Et si j'exécute ça,
je vais obtenir un résultat qui est le résultat attendu, c'est-à-dire il va afficher le nom complet en prenant le prénom, en rajoutant un espace et en mettant le nom ensuite à l'affichage à l'utilisateur. Donc on voit ainsi les 3 couches, le modèle pour la représentation des données, le view model pour la représentation de l'interface des données de l'interface graphique. L'avantage, c'est que si sur base du même modèle, on a besoin d'avoir plusieurs interfaces visuelles différentes avec des représentations graphiques différentes, il n'y aura évidemment que le view model à devoir modifier, à devoir changer. Alors il y a un gros problème dans ce qu'on vient de faire, c'est au niveau de la liaison entre mon view model, donc dans l'objet friend view model qu'on vient de créer, j'ai dans mon constructeur, tout à l'heure, je suis venu faire une instance de mon objet data service. Alors ça fonctionne pour des cas simples, c'est-à-dire qu'on a une variable locale underscore data service qui est égale à new data service. Donc ça fonctionne, mais ça ne fonctionne qu'avec mes données de production. Je vous rappelle que mon objet data service, il implémente une interface. Et l'idée, c'était quand même d'avoir à notre disposition un objet data service pour de la production, pour des données réelles de connexion à une base de données, d'avoir un data service pour du design, un data service pour des modules de testing, etc. Et donc c'est là où on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'IOC, ou l'Inversion of Control. Ça, c'est une méthode, une technologie qui permet de venir passer en argument, dans ce cas-ci du constructeur, l'interface eData Service, et de ne pas faire l'instanciation de mon objet data service dans l'objet friend view model ici, mais de le faire à un instant complètement décentré, et de pouvoir ainsi l'instancier dans un projet de test de manière complètement externe, et de donner à ce moment-là un data service de test, dans un projet de production, donc dans mon application réelle, de pouvoir venir faire une instance associé à un objet de production, et donc de pouvoir ainsi définir en fonction du projet ou en fonction de l'endroit où je me trouve, de pouvoir définir comment faire l'instanciation de mon interface eData Service et de mon objet data service qui se trouve derrière. Donc ça, c'est le but de l'IOC, c'est d'avoir un container, un emplacement qui permet d'être responsable, de créer les services quand c'est nécessaire, et ça va être toute l'astuce, c'est qu'on va venir faire ce qu'on appelle un enregistrement de données, un enregistrement de service, d'interface, en lui disant voilà, tel cas je fais ceci, dans tel cas je fais ceci, et de lui dire tu te débrouilles et tu te charges toi-même de venir faire l'instance quand on va te le demander. C'est-à-dire tant qu'on ne demande pas, qu'on n'a pas besoin d'avoir cet objet data service de production par exemple, il ne va pas venir créer cette instance correspondante. Et il est responsable également de les injecter. Donc non seulement il est responsable de créer l'objet data service quand c'est nécessaire, mais également d'injecter l'instance de cet objet où c'est nécessaire. Et typiquement dans ce que j'utilise ici. Ici j'ai un constructeur friend view model qui a une interface eData Service. Ce paramètre eData Service, ce premier paramètre, le IOC doit être suffisamment intelligent pour lui dire j'ai besoin d'une instance d'eData Service, je la crée et je la donne au constructeur de friend view model en premier paramètre de ce constructeur friend view model. Il doit également être responsable de pouvoir mettre en cache les objets, donc de les retrouver, pas toujours les supprimer de la mémoire, et de fournir des accès différents et de fournir des accès faciles à ces différents objets. Alors comment ça fonctionne ? Avec MVVM Lite, on a un système assez simple pour faire la mise en place de tout ceci. Et MVVM Lite se base sur donc au niveau de l'IOC, sur le Microsoft Common Service Locator. Donc ce n'est pas un développement interne et propre à MVVM Lite, mais ça vient d'une bibliothèque toute simple et très légère que Microsoft met à disposition. Et donc au niveau de notre projet MVVM, en général, ce qu'on va faire, c'est créer une classe qu'on appelle souvent View Model Locator, qui va être le point central de récupération, de définition et de récupération de nos différents view models. Donc on a par exemple à notre disposition la possibilité de récupérer une propriété ici que j'ai appelée friend VM, qui va nous renvoyer le friend view model. Et pour ça, on a besoin au préalable de faire l'enregistrement. Donc dans MVVM Lite, on utilise le pattern de Microsoft, c'est-à-dire le service locator.setLocatorProvider, dans lequel je viens enregistrer simpleIOC.default, donc le MVVM Lite, celui fourni par Laurent Bugnon dans MVVM Lite. Et à partir du moment où j'ai défini quel était le service locator à utiliser, j'ai juste besoin de faire les enregistrements en faisant un simpleIOC.default, celui qui est fourni par défaut par MVVM Lite, simpleIOC.default.register. Je viens enregistrer
Et là, je mets entre crochets le iDataService qui est mon interface, virgule, le dataService qui est la classe qui implémente iDataService et qui doit être instanciée lorsqu'on a besoin d'avoir une référence à iDataService. Même chose, je peux faire un friendViewModel, un enregistrement de friendViewModel, où là je peux faire un simpleIOC.default.register de friendViewModel. Et donc je peux ainsi fournir une propriété friendVM qui va me renvoyer le service locator.current.getInstance, donc l'instance de friendViewModel. Donc j'ai simplement besoin dans une première étape à un point commun, donc par exemple dans un constructeur du ViewModel Locator, de venir enregistrer les différentes interfaces, les différents objets dont j'ai besoin, et ensuite de pouvoir les récupérer par des simples propriétés de type friendVM par exemple, tel que c'est présenté ici au niveau de mon exemple. Et donc l'avantage de ça, c'est que dans mon projet de test, mon enregistrement de iDataService lié à DataService, j'ai juste besoin de le changer pour lui donner l'objet, par exemple Design Data Service ou Testing Data Service, qui va me renvoyer des données de type mockup, de type design, de les renvoyer au niveau de l'interface. Et donc c'est simplement la ligne d'enregistrement qui va varier. Et alors on la fait varier soit en fonction d'un paramètre de précompilation, soit en fonction de la bibliothèque qui va être différente dans un projet de test par rapport au projet de production de notre application complète, etc. Et donc une fois qu'on a enregistré tout ça, le système, MVVM Lite, simpleIOC vont se charger eux-mêmes de venir récupérer et de traiter nos différentes données. Et donc à partir de là, au niveau de ma page, j'ai juste besoin de changer pour lui dire que mon data context, ce n'est plus une instance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de friendVM directement, mais ça va être un binding sur une source, qui est une ressource dans mon exemple ici de type statique. Donc binding, source égale static resource locator, qui est le nom de mon objet locator qui a été enregistré préalablement dans le app.xaml, et je lui dis que le chemin d'accès sur cet objet locator, c'est le friendVM. Ça correspond à ce qu'on retrouve juste au-dessus sur le slide, c'est notre objet friendVM correspondant. Oui, le retour de friendVM est évidemment un objet de type friendViewModel et pas mainViewModel comme c'est indiqué sur le slide pour ceux qui suivent ça en vidéo. Et c'est tout ce que j'ai besoin de changer au niveau de mon application, de ma page. Mes autres propriétés, full name, age, etc. qui sont utilisées à l'intérieur de cette page, eux ne changent pas. C'est juste le data context vers la source de données correspondante. Et à partir de là, j'ai juste besoin d'exécuter mon application et je récupère ainsi toutes mes données correspondantes exactement de la même manière que tout à l'heure. Voilà, donc ça vous donne un premier aperçu du pattern MVVM qui est, je dois le dire, en développement .NET très intéressant. Dès que vous avez la possibilité de l'utiliser dans un mode vraiment de type que soit Windows Phone, que soit tablette, que soit desktop, moi je vous encourage fortement à l'utiliser puisque ce n'est pas, comme classiquement, je vais dire, on a tendance à le faire, le modèle, les données qui via une source business ou une bibliothèque business vont générer des informations à afficher dans l'interface et les pousser. C'est-à-dire on va classiquement venir remplir une liste déroulante, on va venir remplir un écran en mettant les contenus des zones textbox, des zones combo box, des boutons, etc. Ici c'est l'inverse, on définit notre interface graphique et on vient binder, on vient lier notre interface graphique, notre view, au ViewModel. Et donc c'est à la demande que l'interface graphique va venir récupérer les données dans le ViewModel qui se trouve juste en dessous. Et le ViewModel, même chose, va venir récupérer les données au niveau du modèle. Donc pour ça, on a besoin d'avoir ce pattern MVVM avec la structure classique, le répertoire modèle qui contient toutes les classes de connexion à la base de données, le répertoire ViewModel, même chose, toutes les classes de représentation des objets liés à l'interface graphique, et le répertoire View qui contient toutes les pages et tous les éléments graphiques à afficher à l'intérieur de notre application. Alors, on peut évidemment créer 3 répertoires, Models, ViewModels et View, dans une même application pour avoir qu'un seul exécutable ou un seul assembly. On peut évidemment dissocier ça et faire un assembly, une bibliothèque, une DLL Models complètement distincte par rapport à la bibliothèque ViewModel et à la bibliothèque View qui se trouverait en dessous. Et donc, dans les notions qu'on a vues ici, il y a le pattern MVVM avec cette séparation en 3 morceaux, Model, ViewModel, View. Il y a la notion très rapide d'inversion of control qui permet donc de faire du chargement dynamique d'objets liés à des interfaces et de les envoyer dynamiquement dans des constructeurs d'objets de type ViewModel typiquement, et d'utiliser ainsi le ViewModel Locator qui est en général au niveau des MVVM Lite très simple à utiliser puisque c'est le point central qui permet de définir d'abord l'enregistrement de l'IOC et de définir ensuite les objets et de les instancier quand c'est nécessaire pour les fournir à tout le reste de l'application.
Voilà, donc ça vous donne ainsi une vue à peu près complète, je vais dire, des notions du pattern MVVM. On est loin d'avoir vu l'entièreté des fonctionnalités d'MVVM et d'MVVM Lite. Notamment, il y a toute une série de nouvelles fonctions et de nouvelles commandes, de nouvelles instructions à devoir utiliser qui sont, par exemple, les relay commands. J'en ai pas parlé, mais typiquement, comment fait-on pour, lorsqu'on clique sur un bouton, signaler au viewModel qu'on veut exécuter une commande dans le viewModel. Là encore une fois, soit on intercepte l'événement de manière classique, mais il y a moyen de faire de la même manière qu'on vient binder des propriétés pour afficher du contenu. Mais on peut faire exactement de la même manière, venir binder un bouton, le contenu, l'événement clic, je vais dire, d'un bouton, venir le binder sur une méthode présente à l'intérieur du viewModel. Et donc de faire cette dissociation entre la vue et le viewModel, ce qui est, encore une fois, en termes de design et de représentation, beaucoup plus simple. D'autres choses dont je n'ai pas parlé non plus, mais qui viendront peut-être dans un prochain podcast, c'est tout ce qui concerne la navigation et les boîtes de dialogue. Comment fait-on pour changer d'une vue à l'autre? Je clique sur mon bouton, je veux afficher la page 2, la page suivante, la page détail. Comment fait-on pour signaler que je vais vouloir faire ce changement? Mais il y a toute une série de techniques de navigation qui se basent en général sur des interfaces de navigation et également des objets de navigation qui sont chargés avec l'IOC exactement de la même manière qu'on l'a vu ici au niveau de notre classe de data service. Même chose pour les dialogues. L'affichage d'une boîte de dialogue dans Windows Phone ne se représente pas de la même manière si je suis en Xamarin Android par exemple ou si je suis en mode desktop. Et donc comment faire pour pouvoir faire cette dissociation de l'interface graphique par rapport au viewModel et du coup afficher la bonne boîte de dialogue, le bon message box à l'utilisateur en fonction du mode dans lequel je me trouve. Il y a également toute une série de techniques liées aussi à des interfaces de type e-dialogue par exemple et des objets correspondant à ça. MVVM Lite vous aide également dans tout ce qui concerne les appels asynchrones. Et donc, il y a des méthodes permettant de faire des appels asynchrones et d'éviter des problèmes de cross-threading entre l'interface graphique et le viewModel qui, lui, en général, comme l'exemple que j'ai montré ici, fonctionne en mode asynchrone complet. Et donc, l'interface graphique, dans ce cadre-là, va pouvoir travailler non pas sur le même thread, mais exécuter et appeler des méthodes sur le thread courant par rapport à des objets qui se trouvent au niveau du viewModel ou du modèle. Et donc MVVM Lite nous fournit des méthodes communes qui sont à ce moment-là identiques à l'utilisation, quelle que soit la manière de travailler, que ce soit sous base du framework Xamarin, que ce soit sous base de Windows Phone, de tablette et ainsi de suite. Et évidemment, le mode design, comment faire pour représenter et visualiser dans Visual Studio, alors que là je suis en mode design et je ne suis pas en mode exécution, comment faire pour afficher dans Visual Studio des données, d'exemples qui vont me permettre de visualiser, de représenter correctement mon interface graphique. Donc ça, c'est différents points, c'est 4 points que j'ai repérés ici, mais qui viendront probablement dans un prochain podcast. Quoi qu'il en soit, vous avez toute une série d'exemples qui sont mis dans le lien du post associé à ce podcast. Maintenant, vous les retrouverez également sur mon site GitHub, donc sur github.com/desvoiturons/sample-mvvm-lite. Vous avez un exemple. C'est un exemple mais assez complet qui reprend tout ce dont je viens de vous parler, également les relay commands, les navigation dialogues, les asynchronous calls et les design modes. Donc tous les autres compléments d'informations liés évidemment à MVVM Lite et à la dernière version d'MVVM Lite. Voilà, donc ça représente ainsi un peu le pattern MVVM, les grandes lignes de ce pattern MVVM. Donc si vous avez toute une série de commentaires, de questions ou de nouvelles notions à pouvoir nous transmettre, nous fournir, n'hésitez pas. Il y a une page dédicacée maintenant pour chacun des podcasts. J'ai revu récemment le site web. Donc n'hésitez pas de venir mettre des commentaires, de m'envoyer des informations sur soit des nouveaux podcasts des nouveaux sujets de podcasts à pouvoir fournir. Et donc voilà, on a ainsi une vue assez simple en quelques minutes, mais assez complète quand même de ce pattern MVVM Lite qui est encore une fois très très simple à utiliser et très puissant dans la manière de mettre en place et dans sa manière de suivre tous ces développements et cette dissociation entre l'interface graphique et le viewModel. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour cette écoute et je vous propose d'ici quelques secondes de passer à la rubrique actualité. Maintenant, vous en avez un peu l'habitude. La rubrique actualité qui date un petit peu puisque le dernier podcast avait quand même quelques semaines maintenant. Et donc, il y a toute une série de nouveautés qui sont présentes. On est au mois d'août, donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques informations intéressantes depuis la sortie de Visual Studio 2015. A tout de suite pour la suite du programme.
Voilà, nous revoici donc dans la deuxième partie de ce podcast numéro 4. Donc nous sommes le 24 août et depuis le dernier podcast, il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés, je pense qu'il y a presque 3 semaines. Donc il y a toute une série de nouveautés, d'actualités que j'ai repérées, qui ont été abordées pendant ces 3 semaines. Maintenant, on est au mois d'août, donc il n'y a pas non plus full en termes de toutes les actualités. Il y a évidemment Visual Studio 2015 qui est sorti, donc il y a toute une série de nouveaux plugins, de nouveaux composants qui ont été apportés en plus. Et donc, je vous propose de passer en revue quelques-unes de ces actualités, de ces nouveaux composants qui sont apparus. Et donc, la première news que j'ai repérée, premières infos que j'ai repérées ici, c'est une info concernant Visual Studio 2015 qui est sorti donc, il y a quelques semaines maintenant, associé à CodeLens. Donc, si vous ne connaissez pas encore CodeLens, je vous invite fortement à regarder un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je vous mettrai évidemment les liens de toutes ces actualités dans le bas du post sur devaps.be. Donc au niveau de CodeLens, c'est maintenant présent dans Visual Studio Professionnel et Enterprise, ce qui n'était pas le cas au préalable. Il fallait avoir une version supérieure pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, donc, on a à notre disposition la possibilité de travailler avec Visual Studio Pro et également d'utiliser CodeLens. Et donc CodeLens nous permet de travailler avec Git et TFVC. Donc ça, c'est aussi un intérêt non négligeable. Il nous permet également d'avoir le File Level Indicator. Donc ça, c'est un grand intérêt, c'est de voir un petit peu au niveau de chacune des méthodes. On a un petit plus qui nous permet de visualiser très rapidement et très simplement quelles sont les mises à jour en termes de code par rapport à Git, par rapport à TFVC, donc par rapport au gestionnaire de code source, de retrouver très rapidement qui a modifié notre code source, par qui il a été modifié, quand il a été modifié, etc. Et d'avoir également une notion de liaison vers la liste des méthodes qui utiliseraient cette méthode sur laquelle on est en train de regarder. Donc il y a le File Level Indicator avec, associé à ça, le Team Activity View. Et donc très rapidement, on peut retrouver la liste de tous les utilisateurs dans Visual Studio Online ou dans TFS qui sont venus travailler sur notre code. Et très rapidement, on peut savoir au niveau de notre code quelles sont les méthodes qui sont en utilisation. Donc ça, c'est un peu le CodeLens. Et perso, j'avais jamais compris pourquoi cette fonctionnalité n'était pas disponible dans les versions de Visual Studio 2013 professionnelle. Il fallait avoir la version qui s'appelait, si je me rappelle bien, Ultimate à l'époque. Donc maintenant, tout développeur peut l'utiliser. Et donc, c'est directement disponible dans cette version de Visual Studio 2015 Pro. Donc, il faut avoir cette version Pro, mais pas nécessairement une version supplémentaire. Donc ça, c'est une des premières news que j'ai repérées qui date quand même d'il y a quelques temps maintenant. Une deuxième petite news très rapide, c'est concernant, on en parlait à l'instant, tout ce qui concerne TFS, donc Team Foundation Server. Moi, j'utilise très fréquemment plutôt, c'est Visual Studio Online, donc c'est la version TFS, mais version cloud. Mais si vous devez toujours l'utiliser au niveau de votre société, principalement souvent pour des questions de confidentialité de données, si vous voulez utiliser TFS Server 2015, la dernière version RTM, donc 2015, est sortie il y a quelques jours maintenant. Et en termes de nouvelles fonctionnalités, on peut repérer notamment une nouvelle gestion des licences basiques qui ont été intégrées, la possibilité d'intégrer ce qu'on retrouve dans Visual Studio Online depuis quelques temps déjà, tout ce qui est avatar associé aux utilisateurs, donc les photos éventuelles qu'on peut remettre par rapport à chacun des users, la manière d'identifier donc plus facilement les utilisateurs. Le taskboard qui contient maintenant des bugs au niveau du backlog et du board, ce qui n'était pas le cas avant, on n'avait que les tâches qui étaient disponibles. Donc maintenant, on a à notre disposition la possibilité de mettre également les bugs, ce qui est toujours pas mal. On a au niveau des Spring Backlog et du taskboard des mises à jour dans la représentation visuelle. Et on a la possibilité également de customiser, de configurer les cartes à l'intérieur de ce board. On a toute une série de policies disponibles au niveau des branches, chaque branche associée au code. On a la possibilité de renommer les projets et on a toute une série de nouvelles fonctions API REST, accessibles en REST, qui sont disponibles également dans cette nouvelle version TFS 2015 par rapport à la version précédente qui était la 2013. Donc on a ici quand même pas mal de nouveautés qui sont disponibles au niveau de TFS. Bon, pour ceux encore une fois qui utilisent Visual Studio Online, nous on retrouve ça quand même assez fréquemment.
Et la dernière mise à jour de Microsoft était le 7 août. Et donc, juste à titre d'info, les quatre nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées au niveau de Visual Studio Online, de VSO, c'est la première chose, la possibilité de faire du multi-select d'éléments dans le product backlog. Donc au niveau du product backlog, avant, on pouvait en choisir un seul à la fois et faire des actions sur un seul item à la fois. Ben maintenant, on a la possibilité d'en choisir plusieurs et donc de pouvoir directement les assigner à une personne en une seule fois ou de faire des changements d'itération sur ces multiples sélections, ce qui est quand même plus simple. Deuxième nouvelle fonctionnalité présente au niveau de VSO, c'est la possibilité de réordonnancer les cartes lorsqu'on les fait des changements de colonne. Donc si par exemple on se trouve dans le board et qu'on a une colonne de développement et une colonne de testing, ben, au moment où on fait le déplacement d'une des tâches présentes à l'intérieur de développement pour la placer dans testing, ben, il y a moyen maintenant directement de venir la positionner au bon endroit et pas uniquement en bas ou en haut dans le système. Ce qu'on peut faire également, c'est appliquer des filtres de couleurs sur ces différents tiles, ces différentes cartes, pardon. Et donc d'afficher des codes de couleurs et de pouvoir mettre également des tags, ce qui est toujours pratique également lorsqu'on veut travailler sur ces boards de manière un peu plus générale. Également, autre nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de faire l'intégration, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais l'intégration de la librairie de connexion cliente de Visual Studio Online, elle est disponible maintenant sous package NuGet, alors qu'avant il fallait l'installer sous forme de MSI, de package de déploiement MSI. Donc maintenant c'est quand même un peu plus simple et je reviendrai d'ici quelques minutes sur cette news parce que ça donne, en fonction du package NuGet qu'on veut utiliser, ça donne toute une série d'autres petits avantages également disponibles dans le système. Autres news qui sont sorties toujours sur le blog msdn.com, ce sont des Visual Studio 2015 FAQ. Donc on a quelques questions les plus fréquemment posées, comment faire en termes d'installation par exemple, où télécharger l'image ISO de Visual Studio 2015, comment créer une image ISO customisée qui inclut des composants software séparés, etc. Donc il y a 3 ou 4 rubriques, une rubrique installation avec quelques questions les plus fréquemment posées. En termes de licensing également, comment ça peut se passer maintenant dans 2015, dans VS 2015. Et tout ce qui concerne également les tools et features avec l'utilisation de Visual Studio et comment faire pour le mettre en place, etc. Donc Microsoft a sorti un petit article là-dessus il y a quelques temps maintenant, le 7 août, sur le site donc msdn.com/b/Visual Studio. Donc je vous remettrai encore une fois l'adresse complète dans les notes de l'émission. Et donc vous pourrez retrouver ça plus en détail pour avoir toute l'information si vous avez quelques questions fréquemment posées et voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors une autre news qui est passée le 10 août ici, une news moi je trouve quand même assez intéressante et qui risque d'avoir quand même une influence sur les personnes telles que nous, les développeurs, c'est comment faire pour installer des applications Android sur Windows 10 mobile. Donc il y a un petit article qui est sur le site monwindowsphone.com qui explique comment faire avec une application qui a été a priori développée par Microsoft Insider espagnol, qui décrit et qui explique comment faire pour d'abord obtenir le fichier APK d'Android, comment faire pour l'utiliser simplement en activant le mode développeur du téléphone, de Windows Phone, comment faire pour se connecter avec le câble USB, et puis simplement glisser-déposer le fichier APK. Donc c'est a priori une manière qui n'est peut-être pas une des manières les plus officielles au départ, mais qui tend à pousser que Microsoft voudrait utiliser ou voudrait installer des applications Android sur nos bons vieux téléphones Windows Phone. Donc à suivre en tout cas pour voir vers quelle voie Microsoft compte aller par rapport à cette manière de faire. Je trouve ça peut-être quand même assez intéressant personnellement, puisque ça, évidemment, ça ouvre de manière considérable l'utilisation des applications disponibles à ce moment-là, le store disponible sur Windows Phone. À voir après ce qu'il faut faire au niveau des applications Android. Est-ce qu'il y a des conditions à devoir respecter? Est-ce que toutes les API auront été converties et traduites pour Windows Phone ou ce genre de choses? Donc ça, c'est à voir et c'est l'avenir qui nous le dira au niveau de Windows Insider. Donc c'est pas réellement une news développeur pur, mais je trouve que ça a quand même une influence non négligeable par rapport au futur développement que nous devrons réaliser.
Une autre news assez intéressante, c'est la mise à disposition d'un composant, d'un plugin pour Word, Excel, Visio, qui s'appelle Smart Office for TFS, et que c'est une news en fait qui vient du site, du blog de Brian Harry, qui est un des responsables au niveau des développements chez Microsoft. Et cette news nous indique qu'on va pouvoir utiliser donc des composants qui viennent de cette société modernrequirements.com. Et ces composants, ce sont des plugins qu'on intègre dans Word et qui permettent de faire la liaison et la liaison complète entre Visual Studio Online ou TFS directement avec Word ou avec Visio ou avec Excel. Et donc de pouvoir à la fois afficher des rapports complets de ce qu'on retrouve dans Visual Studio Online, de nos work items, de nos bugs, etc. De les afficher, mais également de pouvoir les modifier, d'aller modifier le titre, d'aller modifier les sprints associés aux différentes tâches par exemple. Donc de mettre tout ça en place et de pouvoir à la fois synchroniser pour mettre à jour le document Word, mais si on fait des mises à jour dans le document Word, de pouvoir également remonter l'information jusqu'au serveur Visual Studio Online. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé un composant Team qui se trouve lié à Excel, c'est un peu le même principe, mais pas uniquement pour Excel, c'est le même principe, mais associé à Word, à Visio, à PowerPoint et ainsi de suite. Donc on a 4 composants à notre disposition. On aura Smart Word for TFS, donc pour Word, Smart Visio for TFS, Smart Excel for TFS et Baseline for TFS. Donc ce sont 4 plugins qui sont intégrés à chaque fois dans différents logiciels. Et donc ça, c'est la mise à disposition à condition d'être abonné à MSDN en version Visual Studio Enterprise. Donc si vous avez cet abonnement MSDN Enterprise, vous avez depuis lors, en passant simplement par le menu Account de MSDN, vous avez à votre disposition la possibilité de travailler avec ces plugins gratuitement, mis gratuitement par Microsoft et la société modernrequirements.com. Donc ça, c'est toujours très pratique, et en ayant pu tester un petit peu ce composant, c'est quand même assez simple à mettre en place et très très intéressant pour pouvoir sortir des rapports ou sortir des documentations de logiciels ou des développements que nous sommes en train de réaliser. Une autre news qui date également du début du mois d'août, du 10 août ici, j'en parlais tout à l'heure, c'est la mise à disposition de package TFS client, donc TFS et Visual Studio Online, mais les bibliothèques clientes, donc l'object model client, de la mise à disposition en package NuGet. Alors il faut savoir qu'avant, on pouvait faire évidemment des développements vers VSO ou TFS et que Microsoft nous fournissait les bibliothèques pour ça, pour faire les connexions directement dans les bons protocoles, que ce soit REST ou protocole natif par exemple. Mais tout ça devait se faire par des installations de packages MSI avec différents problèmes, notamment c'est que Microsoft d'abord fournissait le package MSI, ce qui n'était toujours pas simple si on faisait des builds automatiques par exemple. Et en plus de ça, les bibliothèques s'installaient dans le Global Assembly Cache, dans le GAC. Et donc du coup, vous ne pouvez pas avoir plusieurs versions et on n'était pas certain de la version avec laquelle on voulait travailler, on allait travailler. Et donc Microsoft nous donne ici un package NuGet qui reprend un petit peu tout ça. Et en réalité, il ne nous en donne pas un, il nous en donne 4. On a 4 paquets qui sont Team Foundation Server Extended Clients, Team Foundation Server Clients, Visual Studio Service Client et Visual Services Interactive Clients. Et la différence entre tout ça, c'est principalement les fonctionnalités qui correspondent à ces différents packages. Donc par exemple, le premier est disponible pour se connecter sur des TFS 2012, 2013, 2015 et Visual Studio Online, mais en mode desktop. Donc on a ainsi toutes les possibilités pour se connecter sur en gros toutes les versions de Visual Studio Online et de TFS existantes. Si on veut être plus light, par exemple, on a la version Team Foundation Server.clients qui, elle, permet de se connecter uniquement sur une version de TFS 2015 ou bien sur la dernière version de Visual Studio Online. Et ça, Microsoft le conseille pour des utilisations en ASP.NET, desktop, et ça fait des communications via REST. Et c'est pour faire tout ce qui est communication sur des work items, sur les bugs, tracer les bugs, suivre les tâches, etc. Si on veut aller sur des gestions de sécurité de profil, on a la version de Visual Studio.service.clients, le package NuGet pour ça, qui est même chose pour TFS 2015 et VSO. Et le dernier, c'est aussi pour TFS 2015 et VSO, mais adapté à tout ce qui est Interactive Signing, donc en mode desktop évidemment, où là on a la possibilité de se connecter en demandant à l'utilisateur de rentrer ses propres credentials, et on a toutes les fenêtres de communication pour pouvoir faire ça.
Donc on a 4 packages, c'est quand même plus simple et ils sont adaptés, ce qui est quand même beaucoup plus utilisable aussi. Ils sont adaptés au développement que vous voulez faire pour pouvoir faire vos connexions sur VSO ou sur TFS. Une autre petite news, mais là plus au passage, qui nous vient, pour la première en tout cas, première fois que j'ai vu ça, c'est sur le monwindowsphone.com, qui est une rumeur, donc on va en parler très rapidement. C'est une rumeur concernant la prochaine sortie probable de Surface Pro 4 Lumia 950 ou la Lumia 950 XL, de Microsoft Band 2 et d'un Windows Mobile 10 qui, pour tout ça, devrait être attendu vers le milieu du mois d'octobre. Donc vous avez un petit peu sur le site de monwindowsphone.com toutes les informations consacrées à ça, dans lesquelles on rappelle d'abord que rien n'est confirmé, mais que ça nous donne quand même toute une série de bonnes idées sur ce qui pourrait arriver au niveau des nouveautés dans ces domaines, que ce soit la bande, la surface ou les Windows mobiles, qui pourraient arriver très prochainement chez Microsoft. Une autre news qui n'a rien à voir avec la précédente, c'est un framework que je trouvais intéressant, donc je me dis je vais le faire partager. C'est le framework qui s'appelle Accord Framework. Donc c'est Accord avec ACCORD-framework.net. Et ce site montre le framework en version 3 actuellement, qui est en fait un framework comme il l'indique, de machine learning combiné à des bibliothèques de traitement audio et d'images. Et tout ça entièrement écrit en C#. Donc ça vous donne toute une série de fonctionnalités, d'API qui vous permettent de faire à la fois du machine learning, de la manipulation de données sonores, donc audio, et d'images. Donc si vous avez ce genre de besoin dans vos applications, ça peut être intéressant de savoir que ce genre de bibliothèque existe pour pouvoir faire du traitement audio, traitement de signal, traitement vidéo, traitement d'images, etc. Donc vous avez un petit peu tout ce qui peut servir à faire des manipulations de données, de signaux. Et tout ça est disponible à l'intérieur de ce framework qui est disponible directement sur le site et gratuitement. Dernière petite news avant de se quitter pour aujourd'hui, c'est une petite news très rapide du 30 juillet qui vient là de Visual Studio Gallery.msdn.microsoft.com et qui concerne TFS Productivity Pack, qui est un pack Productivity lié à Team Foundation Server qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais qui est passé ici en version Visual Studio 2015. Évidemment, Visual Studio 2015 étant sorti, il faut que les plugins s'adaptent également. Et donc c'est un plugin que je trouvais intéressant, qui est, si vous utilisez VSO ou TFS, qui peut également vous servir et qui possède, 5 grandes fonctionnalités. D'abord, de manière contextuelle, la possibilité d'ouvrir directement un projet dans le Source Control. Dans le Source Control Explorer, donc directement de se connecter sur le serveur pour récupérer les données. Ça fonctionne avec Git et avec TFVC, je pense. Et ça supporte Visual Studio 2015 et TFS version 2010, 2012, 2013, 2015 et Visual Studio Online. Donc il y a moyen d'aller quand même assez loin au niveau de TFS sur ça. Donc première fonctionnalité, c'est donc ouvrir dans le Source Control Explorer directement le projet. Une deuxième fonctionnalité intéressante, c'est de pouvoir rechercher de n'importe quel type de fichier dans le Source Explorer directement depuis l'éditeur de code. Donc on a une commande Find in Solution Explorer. On a un Quick Compare qui permet très rapidement de venir sélectionner 2 fichiers et de les comparer. Ce qu'on peut retrouver mais de manière un peu plus compliquée avec plus de clics, notamment dans les outils standards de Visual Studio. On a la possibilité de faire des comparaisons d'un fichier par rapport à ce qui se trouve dans d'autres branches. Donc quand vous faites du branching de dossiers notamment, ou de branching de code, vous pouvez choisir un fichier, demander de venir directement le comparer par rapport à une autre branche, la release 1, la release 2, la branche 4, etc. Et le dernier point intéressant, c'est la possibilité de faire du branching, mais sur les fichiers de build definition, qui existent donc au niveau de la construction du build. Donc la possibilité de faire la création automatique, la compilation automatique de code. On va pouvoir venir créer un build definition et le brancher pour pouvoir en créer une copie et pour pouvoir travailler ensuite sur cette copie si c'est nécessaire. Donc voilà, je vous propose de se quitter ici et de se retrouver d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de DevApps. Toutes les informations que je viens de vous présenter sont évidemment disponibles sur le post du blog, donc devaps.be.
Vous pouvez y mettre des commentaires, vous pouvez me contacter directement. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Au revoir.